Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics comme vous l'aurez découvert en n'entendant pas le générique habituel. Nous sommes plus chez Radio Campus, comme je vous l'ai dit dans l'émission d'après. Nous l'avons appris après le live de la semaine dernière, c'était très agréable de pouvoir se dire ah bah d'accord, enfin bon, c'est notre popote à nous. Je sais que vous continuerez à nous écouter en podcast, puisque vous êtes nombreux à nous avoir dit que vous vous en foutiez totalement de la radio, et bah nous aussi. Deuxième petite news, et encore une erreur de ma part, j'ai voulu changer des conneries dues au certificat SSL des deux sites, et du coup le site de Comics Discovery est down, donc bah allez sur jamesfay.fr tout simplement. Ouais, voilà, c'était si vous voulez retrouver les autres épisodes, c'est sur jamesfay.fr, c'est tout. Je pense que j'ai fini mes news et j'ai même pas dit bonjour à l'équipe. Je suis très impoli. On va dire bonjour à Noémie puisqu'elle tient le micro. Ça va Noémie? Bonjour James, oui ça va et toi? Ça va toujours. Il fait toujours beau, 11 rue des Sœurs Noires. Il fait très beau chez Easter Egg. Il faut combiner. Il fait toujours beau. D'accord. À côté de toi il y a Charlie. Salut Charlie. Salut. Ça va? Ça va. Et à côté de toi il y a Wilfried. Salut Wilfried. Salut, ça va? Ça va. On dit bonjour à Jean. T'as l'air un peu pas sûr hein, quand même. Ouais, je suis un peu malade. Je reviens de maladie et en plus la reprise en podcast est compliquée. Salut Jean, ça va? Ça va super. Et on va dire bonjour à notre invité et celui qui nous accueille aujourd'hui, c'est Ben de The Grand Asylum. Merci à toi de nous accueillir. Merci James de venir, c'était avec grand plaisir. Et n'hésite pas à bien manger ton micro pour bien qu'on t'entende. Il y a pas de souci, c'est parfait. C'est génial. Et en plus je vois que tu as un poster de DC dans tes bureaux, donc on est totalement. Je suis pas fan du tout de tout ce qui est comics, DC, tout ça. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Et j'espère que tu vas quand même te plaire dans cette émission. Avec grand plaisir. Et on parlera après de ton escape game, puisque oui, The Grand Asylum, ce n'est pas un endroit où tu retiens des prisonniers. Ou peut-être. Au début je le faisais, mais après d'un point de vue, déjà les procès ça coûte cher. Et d'un point de vue fidélisation client, c'était un peu embêtant. Donc, du coup, j'ai dû laisser les gens partir à la fin. D'accord. Bon, tu as laissé partir le Joker. Exactement. On parle du Joker dans cette émission. Et on va commencer avec les news, comme d'habitude. C'est parti pour les news. Pas de générique, puisque nous sommes en podcast et que j'ai autre chose à foutre que rajouter des trucs en montage. On commence avec le feuilleton de l'été. Tout l'été, ils nous auront cassé les couilles avec ça. Cassé les couilles parce qu'au bout d'un moment, on en a marre. Sera-t-il chez Sony? Sera-t-il chez Disney? Sera-t-il chez Sony? Sera-t-il chez Disney? On repart sur le feuilleton de l'été. C'est Spider-Man. On en a parlé tout l'été de la guerre entre les deux studios de cinéma autour des films Spider-Man. Et après que le président de Sony Pictures lui-même avait déclaré que ils avaient pas besoin de Disney pour faire grandir leur franchise et que ils allaient pouvoir faire des films eux-mêmes et ils ont la meilleure. Après Morbius, le personnage dont tout le monde se branle, ils sont allés chercher un autre personnage dont tout le monde se branle encore plus, c'est Madame Web. Ils voulaient faire un film Madame Web, enfin ils veulent toujours faire un film Madame Web. Moi pour avoir lu beaucoup de Spider-Man, je ne l'ai vu que dans la série animée des années 90. C'est pour dire à quel point elle est importante dans le lore de Spider-Man. Après avoir annoncé ça, finalement ils ont revu leur copie et on verra un troisième film Spider-Man dans le MCU, apparemment avec la même équipe, puisque Chris McKenna et Eric Summers sont rempilés en tant que scénaristes. Ils ont déjà écrit les deux autres et on ne sait pas pour le reste, mais apparemment c'est John Watts serait apparemment parti pour réaliser ce troisième film. Moi je suis content parce que j'aime beaucoup Tom Holland et j'aime beaucoup Spider-Man du MCU, mais je suis presque au point de me dire que j'ai même plus envie de le voir tellement on en a marre de ces news autour de Spider-Man. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? C'était une opération de com un peu dégueulasse, ça a bien marché parce que ça a fait monter la hype autour du personnage, du film, enfin monter entre guillemets parce que c'est un Spider-Man. Mais ouais, ça a créé de l'intérêt, ça a fait parler les gens, tout le monde a dit « Ah, Sony, vous êtes des connards, vous voulez récupérer Spider-Man ».
C'était un peu naze, mais bon, ouais. Ouais, pareil, comme tu dis, le film, du coup, j'en ai un peu rien à foutre. De toute façon, il sort pas avant, parce qu'il a une date de sortie, que j'ai oublié, parce que je m'en fous. Je crois que c'est avril 2020. Peut-être que j'ai dit des conneries. En tout cas, c'est 2021. Donc on a le temps avant de voir. L'oublier, c'est cool. Ouais. Charlie, qu'est-ce que t'en penses de... Moi, je suis super content qu'il ait la garde partagée pour cet enfant, quand même, le pauvre. Tout le monde se battait pour lui, et puis voilà, il va être heureux avec ses 2 parents, donc je suis super content pour lui, en fait. Et donc, vous avez même pas vu Far From Home, vous, en fait, le deuxième? Non, mais je crois que je suis sûr même, j'ai pas vu non plus celui d'avant. Mais il est parce cool. Que les multiples reboots m'ont découragé profondément. Non, mais il est cool, franchement, le voileux, il est cool. Noémie, non? Comme Aquaman? Non, mieux qu'Aquaman. Bah, y a pas Zendaya dans Aquaman, et Zendaya, voilà. Non, mais moi j'aime beaucoup. Il me dit ça parce que j'aime beaucoup Aquaman. Je trouve très très bon. Ouais, voilà. Est-ce que t'as un avis sur Spider-Man et sur Aquaman aussi? Alors, sur Aquaman, vaut mieux pas que je donne mon avis parce que sinon. Attends, mais est-ce que tu as remarqué? C'est le détail. Après, si tu veux, parce que je pense qu'on est d'accord. On en parlera. Le détail. Est-ce que tu connais un autre film où le méchant a un casque qui a les sourcils qui bougent? À quel point ils sont allés dans le kitsch? C'est vrai que c'est assez légendaire, mais justement, ça devrait devenir, tu sais, le genre de film niais. C'est le genre de. Mais c'est ça? Ouais, mais je pense pas qu'il l'ait fait pour ça. Donc c'est là où ça devient un problème. Je sais pas. Parce que les films comme Sharknado, tu vois, où le mec s'est dit tornade, requin, je vais mettre les deux en même temps, on va faire voler des requins. Le mec, je pense pas qu'il ait écrit ce film en se disant ça va être un film sérieux, tu vois. Mais je pense qu'Aquaman, ils ont quand même voulu faire un truc sérieux, un truc bien. Et en fait, c'est là où ça pose problème, c'est que c'est pas bien du tout. Mais après, c'est totalement objectif de ma part. Et Spider-Man? Spider-Man, moi j'adore cette franchise, même si j'ai pas vu le deuxième parce que je suis un homme beaucoup trop occupé. Et beaucoup trop la flemme d'aller au cinéma aussi, donc j'attends qu'il soit en HD en streaming. Et non, j'ai vraiment adoré le premier. C'est vraiment dommage qu'il y ait ce petit problème avec Disney, parce que moi je trouve qu'il ajoute quelque chose. Bon, la relation qu'il y avait avec Iron Man était vraiment intéressante. Maintenant qu'Iron Man n'est plus là, désolé pour le spoil pour ceux qui n'auraient pas vu Endgame. Les gens le savent. Oui, je pense que tes auditeurs ont vu Endgame. Mais ouais, je trouve ça dommage. Mais bon, je pense que je sais pas quel est le pourcentage de com et de réel dans ce qui se passe. Je sais pas, parce que vraiment, enfin, s'il y avait de la com, le film sortirait dans pas longtemps. Là, ouais, je sais pas si c'est. Bah après, c'est comme tout, faut faire patienter les gens. Hein. C'est l'attente qui crée le besoin, mais ouais, non, je pense qu'on va quand même continuer à voir Tom Holland en collant, donc moi ça me suffit. Ok. Wilfried? Bah moi, du moment que Tom Holland garde son rôle de Spider-Man, moi ça me va. Moi, peu m'importe qu'il allait chez Sony ou s'il restait chez Marvel. Après, je suis content qu'il reste chez Marvel parce que ça, je pense que ça aurait été un petit bordel scénaristique oui. de reprendre tout à zéro. Je rappelle que les gens de Sony Pictures, c'est les mêmes personnes qui ont fait Venom. Ouais, alors Venom, bouse monumentale. Voilà. Si c'est pour voir un Spider-Man de la même lignée que Venom. Non, quand même pas, non. Non. Faut comparer, on se crée comparable quand même, s'il vous plaît. Donc Ben disait que c'était le Aquaman de Marvel, Venom. Non, quand même pas. Quoique il y a Tom Hardy qui mange un homard cru à un moment. Donc petit rapprochement du monde. Hein. Est-ce que les sourcils de homard bougent? Je ne sais pas. Mais apparemment j'ai vu que c'était parce qu'il y a un moment il est dans un restaurant et il plonge dans un aquarium et à un moment il bouffe un homard cru et soi-disant c'était improvisé de la part de Tom Hardy. Quel grand acteur. Il devait avoir beaucoup de coke derrière tout ça. Même si j'aime beaucoup Tom Hardy, je trouve que c'est un acteur formidable d'habitude. Est-ce qu'on passe à une autre news? Oui, on passe à une autre news puisque on s'en fout. Bon là c'est une news un peu plus compliquée puisque les États-Unis sortent d'un été un peu compliqué avec 3 fusillades de masse à El Paso, à Dayton, à Midland et à Odessa, avec 40 morts, 60 blessés et un président américain qui dit que l'industrie du cinéma est pratiquement totalement responsable des meurtres de masse. Ça fait un peu mal pour Warner qui définitivement a beaucoup de mal à sortir la promo de son Joker. Les studios étaient un peu harcelés. Il y a plusieurs associations, notamment l'association des victimes de Aurora à Orlando, qui ont demandé à ce que Warner prenne parti contre le port d'armes aux États-Unis et fasse des messages de prévention avant tous leurs films en disant qu'il faut pas par rapport aux meurtres de masse, tout ça. Je sais pas du tout où je partais avec cette phrase là. Donc après que Warner ignore totalement
tous les assos qui leur demandent de ce genre de trucs, ils ont décidé au point de interdire les journalistes aux avant-premières. Il y aura plus que les photographes. Comme ça, Todd Phillips ne pourra plus dire de conneries en interview. Et rappelons-le que monsieur a râlé parce que après plusieurs sorties un peu problématiques dont on avait parlé avec Jean il y a une émission ou deux, il a déclaré que ah mais vous êtes trop méchant, vous dites du mal de mon film, vous avez rien dit sur John Wick. Le rapport, on ne sait pas, on cherche toujours. Donc je voyais Aurélien Vives, le community manager de chez Panini, qui disait plus j'entends parler Todd Phillips, moi j'ai envie de voir son Joker. C'est un peu la même chose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, mais enfin qu'est-ce qu'on peut faire face à ces trucs, enfin on le disait, tout film est politique au final. Et le meurtre de masse, ça commence à devenir un vrai problème aux États-Unis. Enfin, ça a toujours été un vrai problème. C'est pas trop nouveau. Ouais, non, mais c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Et est-ce que un studio tel que Warner devrait prendre parti et donner son avis par rapport à ce genre de choses, ou est-ce que c'est pas du tout est-ce que Donald Trump se trompe en disant que moi je pense qu'il se trompe Est-ce que Donald Trump se trompe James, sérieusement, c'est une vraie question ça Non, c'est pas. Où on va là Vas-y, Jean. Pour la suite de cette news. Pourquoi tu me files c'est toi l'aspect politique de cette émission. C'est difficile, hein, c'est vrai. Ouais. Mais c'est dans l'actu. Non, mais c'est compliqué parce qu'effectivement, la responsabilité des médias dans les problèmes de société, c'est toujours la part. Est-ce que les médias sont un reflet ou est-ce qu'ils sont la cause ? C'est un peu des deux. Tu peux pas. Il n'y a aucun lien entre voir de la violence et la recréer. Je veux dire, sinon, moi je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 8 ans, 10 ans, je ferai plein de trucs violents et bon, je suis relativement pisse comme mec quand même. et donc, non, tu peux pas, mais en même temps. En même temps, le Joker parle de quelqu'un qui prend les armes face à. Oui, donc c'est pour ça, il y a la part des choses à faire, à savoir que les gens sont influençables, mais qu'on voit aussi ce qu'on veut dans un film. Si on décide de voir une critique du capitalisme ou dans la société dans laquelle on vit, ou alors un encouragement à la violence, etc., c'est chacun sa grille de lecture. Et il y a un film, un réalisateur pourra faire tout ce qu'il voudra. Si quelqu'un a décidé de mal lire le film, le film sera mal lu. Enfin, c'est comme avec Fight Club, avec Matrix, comme je l'expliquais la dernière fois, tu peux lire le tout et son opposé. Mais du coup, c'est compliqué. Mais en plus, après, ouais, c'est vrai que Joker, même si c'est un personnage fictif, c'est quand même un personnage qui est relativement ancré dans le réel. Je veux dire, il a pas de pouvoir, il est juste fou. C'est un psychopathe. Surtout que là, il a l'air d'être encore plus ancré dans le réel. Oui, voilà, par rapport même à celui de Heath Ledger, c'est le même délire. Encore là, il était présenté comme le vilain, là, c'est le protagoniste. Après, il faut faire la différence entre héros et protagoniste. Il y a plein de questions compliquées autour du film, mais. Comment faire la promo autour de ça? Ouais, je pense qu'ils essayent pas de vraiment prendre le problème sérieusement. Ils restent juste à distance. On se disait, ouais, regardez, on a fait un film sur le Joker avec Joaquin Phoenix, super acteur. Il a produit par Martin Scorsese et il s'attache au nom plutôt qu'au contenu et. Ils cherchent pas forcément à vraiment essayer de. Oui, puis interdire les journalistes aux avant-premières, c'est débile, quoi. C'est plus l'arnaque, ça. Est-ce que quelqu'un qui veut réagir, c'est un problème un peu compliqué? Non. Je couperai peut-être. Non, mais moi, de toute façon, ça avancera pas grand-chose, mais je pense pas que ce soit le boulot des mecs qui font des films de mettre des messages de prévention avant leur film ou quoi que ce soit. Il y a n'importe qui est équilibré, qui regarde un film d'horreur, un film violent ou quoi, ou un jeu vidéo, s'il est équilibré de base, il y a aucun souci. Ouais, mais après, ça vient pas de ce qu'il regarde en fait. Ce qu'il regarde, ça va peut-être influencer la forme du truc horrible qu'il va faire après, mais c'est pas ça qui va le faire passer à l'acte. Il y avait pas, je veux dire, c'est comme avant le film, avant le cinéma, il y avait pas de violence dans le monde, ça m'étonnerait. Avant le jeu vidéo, il y a pas de violence, je crois pas non plus, donc ça vient pas de là en fait. C'est juste, ça influence un peu vaguement la forme. Et ça sert surtout de bouc émissaire, et donc je vois pas pourquoi les studios devraient faire l'effort de se restreindre, de se limiter, de cacher des trucs, de censurer. Après, je veux bien qu'il y ait un système d'âge par exemple, parce qu'on peut pas montrer tous les films à tous les âges. Mais après, si on est un adulte équilibré, on a le droit d'aimer un film violent sans pour autant être violent, et on n'a pas besoin qu'on nous dise ah non attention c'est pas bien, faites pas ça surtout. Normalement on est assez malin pour le savoir tout seul quoi. Mais je pense que c'est plus en réponse à ce qui était arrivé. Je sais pas si tu te souviens à la sortie de Dark Knight Rises où il y a un mec qui était rentré dans un cinéma et qui avait tiré sur des gens. Parce qu'il y a une communauté ultra violente là qui est fan du Joker, c'est les incels je crois. Ouais on en avait. Mais c'est juste ils ont choisi ça. Mais c'est
fait de la pub pour eux en fait. C'est pas s'il n'y aurait pas eu ce film, ils auraient trouvé autre chose. Enfin, c'est il y a aucun rapport avec dans le fond avec le film en soi. Donc je pense qu'il faut des boucs émissaires de temps en temps. Un jour c'est un jeu vidéo, un jour c'est un film, un jour c'est un autre film. Sur les paquets de cigarettes, il y a marqué fumez-tu. Je pense que ça surprend personne. Sur les bouteilles d'alcool, il y a marqué qu'il faut pas abuser parce que sinon c'est pas bon non plus. Je pense qu'encore une fois, il y a personne qui boit, qui est pas au courant. Bientôt sur les films, on a marqué attention, tu es tu. Reproduisez pas une marque sur les armes, peut-être. Attention, tu es tu. Non mais après, je pense que fumez-tu sur les paquets de cigarettes. Je pense pas qu'il y a un fumeur dans le monde qui soit pas conscient que ce soit un problème pour la santé. C'est un petit peu infantilisant pour tout le monde. Après, il y a des obligations de le faire. Je pense que si dans les films on commence à mettre 3 minutes de warning, attention, vous allez voir des images violentes. Déjà, ce qui se passe dans beaucoup de films, où il y a même une petite phrase de prévention au début. À part pour les plus jeunes, et je pense que même les plus jeunes, il n'y a aucun jeune dans le monde qui voit un film violent en se disant déjà ça se passe en vrai. Je pense qu'ils sont tous conscients que c'est du faux. Après que ça banalise un petit peu certains comportements, je pense que c'est pas totalement faux, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les films. Après de s'en servir comme excuse pour reproduire ou excuser ou expliquer, je trouve ça un petit peu bête. Après quant au port d'armes, c'est quelque chose de beaucoup plus politique que ça. Interdire quelque chose, ça empêchera jamais quelqu'un qui veut le faire de le faire. Je pense qu'il n'y a aucun criminel dans le monde qui s'est dit tiens, j'aimerais bien braquer une banque, mais mince, c'est illégal. Ouais, mais après la multiplication des fusillades de masse aux États-Unis, elle est un peu due au fait que les armes je pense de toute façon 100% des criminels ou des gens qui ont été coupables de shooting de masse, je parle plus français, de tuerie de masse, merci. C'était des gens qui soit n'avaient pas le port d'armes, soit avaient une arme de façon illégale, ou même s'ils avaient une arme de façon totalement légale. Aux États-Unis, je pense que c'est pas très compliqué de s'en fournir, même en France, hein, c'est pas très compliqué de s'en fournir quand on fait partie d'un certain milieu. Voilà quoi, une cigarette quand tu la fumes pas et tu perds, enfin, elle risque pas de te faire beaucoup de mal non plus. Bon après c'est chacun son avis sur le port d'armes ou pas. Il y a une fameuse phrase que j'aime bien qui dit les armes c'est un peu comme la virilité. À force de vouloir l'interdire, il y a que les gentils qui écouteront, il y a que les méchants qui en auront. Donc c'est un petit peu ça qui je pense peut expliquer. Après bon, c'est une analyse politique totalement personnelle, mais je pense que ce que Trump fait en accusant entre guillemets l'industrie du cinéma, c'est aussi débile que beaucoup de choses d'autres qu'il peut dire. En tout cas, c'est compliqué. Et voilà. Ouais. En tout cas, c'est compliqué. Ouais. C'est ça. Et on va passer à une autre news encore sympathique. On va parler de quelqu'un de très sympathique, encore plus sympathique que Trump, puisqu'on va parler de Ike Perlmutter. Est-ce que vous savez qui est Ike Perlmutter autour de cette table? Pas du tout. Alors Ike ou Isaac, parce qu'en fait c'est Isaac Perlmutter. On l'appellera Jacques. On l'appellera Jacques si tu veux. C'est le CEO de Marvel Entertainment et Bob Iger, donc qui lui est président de Disney, qui est en train de doucement lâcher son emprise un peu sur la grosse maison. Du coup, il s'est permis de sortir un livre qui s'appelle Ride of the Lifetime et où il parle un peu de ce monsieur Ike Perlmutter, un monsieur qui est très secret parce que je le rappelle qu'il y a que 2 photos sur internet de ce monsieur alors qu'il est président. Donc une photo où il est en train de serrer la main à Trump. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très secret et qui a vraiment la main mise très très longtemps sur Marvel et qui l'a encore un peu. Et on a eu le droit à des petites confessions un peu sympathiques. Apparemment, il a beaucoup essayé de mettre des bâtons dans les roues du producteur à casquette Kevin Feige. Au point que Bob Iger a dû mettre le holà à plusieurs reprises en lui disant que mec, calme-toi un peu, c'est moi le chef depuis que j'ai racheté et tu vas arrêter de nous casser les couilles. Et notamment c'était surtout autour de Black Panther et de Captain Marvel, puisqu'il ne voulait à tout prix pas qu'un film Black Panther se fasse, puisque monsieur est un peu raciste. Je rappelle que le monsieur a justifié entre Iron Man 1 et 2 à sa branche, parce que lui il est plus branche produits dérivés, qu'on ne verrait pas la différence entre Don Cheadle et Lawrence, je sais plus le nom du premier dans, bon, c'est pas grave, qu'on ne verrait pas la différence parce que de toute façon tous les blacks se ressemblent et qu'il y aurait pas de problème. Donc dans ce livre on a plein de trucs autour de ce monsieur qui apparemment est très con
et c'était allé au point que Iger a dû prendre la branche Marvel Studios et la rattacher à Disney Studios parce que avec Perlmutter faisait vraiment trop de bâtons dans les roues au niveau de Captain Marvel. Parce que même Captain Marvel, il disait que ah bah non, les femmes, ça marchera jamais au cinéma. Regardez Elektra, regardez Catwoman. En même temps, si tu prends des films de merde comme exemple, dans Aquaman, c'est un mec, hein, je dis ça. Mais Aquaman a très bien marché. Oui. Donc et Venom aussi. Hein, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi. Donc voilà, c'était juste histoire de dire que à la tête de Marvel, c'est pas des gens sympathiques c'est un des plus grands donateurs de Trump, ce monsieur. Donc rappelez-vous que tous les jours vous donnez un peu de l'argent à ce mec. Non, tu dis non de la tête. Il est pas seul à la tête de Marvel quand même. C'est pas lui qui décide. Mais c'est lui à la tête de la tête quoi. C'est Marvel. C'est quoi son poste exactement? Il est président de Marvel Entertainment. D'accord, mais parce que je sais pas, j'ai l'impression que Marvel est quand même assez poussé sur les mettre en avant l'évolution dans la société. Enfin, oui, mais parce que éditorialement, c'est pas lui qui gère en fait. D'accord, voilà, parce que au niveau des comics, lui, c'est vachement avancé. Même des comics et même des films, il y a quand même une notion très progressiste, très. En tout cas, dans les derniers Marvel, ça se voit quand même. Donc si lui, il gère le pognon, à la tête de Marvel, quelqu'un comme ça, je pense qu'il doit pas décider de grand chose. Mais du coup, il a plus, au niveau film, il a plus du tout de mainmise puisque c'est passé chez Disney. Il récupère juste l'argent. Voilà, exactement. Il est juste producteur mais il bosse surtout sur les comics apparemment. Donc voilà, c'est marrant que Iger balance un peu comme ça sur les gens avec qui il bosse. Et j'en profite pour vous faire une petite recommandation. C'est pas sur Iger, sur Bob Iger lui-même, mais c'est sur les deux mecs juste avant. Je sais plus comment il s'appelait, le grand patron de chez Disney avant. Il y a tout un documentaire fait par l'équipe de Monsieur Bobbin qui fait autour de comment ils ont géré Disney et comment ils géraient un peu les films aux États-Unis avec j'ai oublié le nom, putain merde. Je suis désolé, je suis malade en plus. J'essaie de me justifier comme je peux. En tout cas, c'est vachement intéressant, je vous mettrai là en lien le documentaire, allez le regarder parce que c'est super intéressant. On voit un peu comment ils se sont battus pour avoir le pouvoir quand Disney Walt Disney est mort et qui a récupéré derrière lui. Et c'est super intéressant et ça explique plein de choses sur l'évolution du cinéma aux États-Unis. Donc voilà, je pense que vous avez rien à dire à part que c'est un connard. On est tous d'accord. Tu nous as concocté des super news. Et on va passer. J'ai des petites news. En bref, où je vais aller très vite. C'est plus joyeux ou pas cette fois? C'est plus joyeux. Et la première, elle est très très joyeuse parce que moi je suis très content. C'est Jeffrey Wright qui apparemment va jouer le commissaire Gordon dans le film de Matt Reeves. Et moi j'adore Jeffrey Wright. C'est un des persos principaux de Westworld. C'est lui qui fait le pote de. Ouais, voilà, il fait Bernard. On va pas dire qu'est-ce qu'il fait. Et vous avez vu Westworld autour de la table? Si vous l'avez pas vu, voyez-le parce que c'est trop bien. La première saison en tout cas, c'était trop bien. Et regardez les autres saisons, elles sont trop bien. Et pour rappel, Westworld, c'est une histoire d'un parc à thème où il y a des robots et où on a le droit de faire un peu tout ce que veut, donc tuer des robots, baiser des robots, ce genre de choses. C'est très très cool. C'est une série d'HBO. Ça a changé Disneyland. Ouais, voilà, c'est ça, exact. C'est Disneyland, mais pour les adultes. Parfait. Et Jonah Hill serait en discussion pour jouer un des méchants. Et il y a des gens qui disent le Sphinx. Moi j'aime bien Jonah Hill, je trouve que c'est un chouette acteur. Il est cool, ouais. Quand on sort de Supergrave et des trucs un peu potages qu'il a pu faire à côté, il a fait des rôles assez... Il a fait d'autres trucs quand même. Il a fait d'autres trucs, ouais. Il a fait son truc avec James Franco où il se fait un tueur et son merde, j'ai oublié. Il était dans le Loup de Wall Street quand même avec Scorsese. Ouais, enfin le Loup, il a un rôle potage. Il a fait son film. Ça c'est quand même Scorsese, c'est pas un tâcheron. Oui, non mais je veux dire, il a pas un rôle très marquant dans. C'est un second rôle, il est présent quand même pas mal. Il a fait une super série sur Netflix. Maniacs. Elle est vachement bien. C'était super bien. C'est là que j'ai aimé cet acteur en fait, parce que avec ce film potage, c'était bon, ça va 5 minutes. Mais là, on voit que c'est quand même un... Est-ce que t'as vu un film bizarrement avec Adam Sandler? Je supporte pas Adam Sandler, mais dans ce film-là, il est très bien, où il joue avec Seth Rogen. Ah putain merde. J'aime pas Seth Rogen non plus. Alors... T'aimes pas Seth Rogen? Oh putain, j'adore Seth Rogen. Putain, c'est sur un mec qui a un cancer. En fait, c'est sur un. On s'éclate aujourd'hui. C'est pas 50-50 avec Joseph. Non, c'est pas 50-50. C'est en fait Adam Sandler qui joue un comique très 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 connu aux États-Unis dans le film.
Enfin, il est très connu aux États-Unis aussi. Et en fait, il apprend qu'il a un cancer et qu'il va mourir. Et il prend un peu sous son aile Seth Rogen en tant que tu vas devenir un peu mon assistant / élève. Et c'est tout un truc sur l'humour et sur la mort et sur il est sur Netflix. Il est énorme ce film et j'ai oublié le nom. C'est cool. Moi, je trouve personnellement qu'Adam Sandler ferait un très bon Aquaman 2. Oh non. Oh, mais non. Depuis Pixel, je sais pas si t'as vu Pixel. Ouais, j'ai perdu 1h30 de ma vie. Ouais. On va passer à une autre news très cool. C'est Brian Azzarello qui va être à la Paris Comic Con et qui va faire une tournée en France avec Libermero. Bon, il passe pas à Montpellier. Si un jour vous faites pas de comics, mais peut-être que vous pourriez accueillir Libermero et Brian Azzarello, ce serait génial. Donc si vous êtes sur Paris, vous êtes sur, je crois qu'il fait Marseille, il fait Lyon, il fait Toulouse, je crois aussi. Enfin, en tout cas, Azzarello c'est quand même un scénariste énormissime. Et si vous avez même pas, c'est même pas histoire de vous faire signer un truc. Vraiment, ce qui doit être intéressant, c'est surtout de le voir, parce qu'il se déplace, donc il doit sûrement faire des conférences. Et l'écouter en conférence, ça doit être génial. Le mec a tellement écrit des trucs géniaux qu'il y a moyen que ça soit vraiment très cool. Donc, regardez les dates en plus, un dessin de Barbero, ça doit être très très cool. Il y a eu un nouveau trailer pour le préquel de Kingsman et bizarrement, alors j'avais pas du tout aimé le 2 et ce trailer là il me donne vachement envie. Il a l'air très cool et en plus il y a Ralph Fiennes dedans et j'aime beaucoup Ralph Fiennes. Donc ouais, pourquoi pas. J'aime bien Matthew Vaughn en plus. Quelqu'un un petit Wilfred? Non? Ben Kingsman? Kingsman? Ouais. Moi j'ai bien aimé les deux. C'est vrai que le 2 était un petit peu gros, mais non, moi j'adore cet univers, j'adore l'acteur, genre les acteurs, surtout quand il y a quelqu'un qui est mort que t'aimes bien et qui en fait il est pas mort, parce que on n'était pas sûr de faire un 2, du coup on l'a fait mourir dans le 1, mais en fait finalement il est pas mort pour de vrai. Non, j'aime beaucoup Kingsman, donc ouais, j'ai hâte de voir le 3, j'ai vu la bande-annonce aussi qui m'a vraiment beaucoup donné envie. Et puis il a l'air quand même de sortir du lot par rapport au Kingsman, quoi. Là ça a l'air beaucoup plus sombre. Il y a Rasputin et tout, il y a un côté vachement ésotérique et tout, apparemment ça a l'air cool. Et puis encore une fois, il y a Ralph Fiennes et un film avec Ralph Fiennes, c'est toujours bien, à part Avengers, l'adaptation de Chapeau le mode de cuir, qui lui-même quand tu lui parles de ce truc il dit c'est bien d'avoir une merde dans son CV. Et il a bien raison parce que c'est vraiment une merde. Et ma dernière news, c'est Michael Rosenfeld, que vous connaissez sûrement puisqu'il jouait Lex Luthor dans ou c'est Rosenbaum, je crois que c'est Rosenbaum en fait. Ouais, c'est Rosenbaum. Ouais. Smallville. Ouais, qui jouait Smallville. Et en fait, il y a une grosse partie des acteurs qui vont revenir. Il y a Erika Durance, il y a le tâcheron qui jouait Clark, j'ai oublié son nom. De quoi? Tom Welling. Je m'en suis retenu. Genre, c'est toi qui t'en as rappelé, donne le crédit à Charlie. Non, parce que j'ai pas entendu, j'avais le retour. Mais si tu veux, tu l'as. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, il y en a plein qui revient pour le gros event Crisis de la CW, les séries dont tout le monde enfin, il y a des gens qui regardent. Est-ce qu'il y a la blonde là qui jouait, je sais plus son nom, elle jouait Chloé, je crois. Celle qui est dans une secte maintenant. Non, elle est en prison. C'est dommage, elle est en prison. Elle est en prison. Et elle jouera pas depuis la prison. Mais j'ai raté tout ça. Ah, tu connais pas? En fait, elle est après Smallville, elle est tombée sous le joug d'un gourou. Et en fait, elle recrutait pour lui, ouais. Et c'est genre un truc où il y a des enfants, il y a des viols. Il y a eu des viols de. Mais elle avait l'air tellement innocente. Mais totalement. Pas du tout. Moi, j'étais très amoureux quand j'étais jeune. Ouais, moi aussi, c'était mon petit crush. Plus que Loïs, pas Loïs, mais Christine Kruk. Ah, mais même la Loïs, elle est nulle, je trouve. Parce que tout le monde trouvait Kruk super bonne. Du coup, moi, j'ai préféré l'autre. Lana, voilà. Moi aussi j'aimais bien, puis après j'ai découvert. Je l'aime toujours bien. C'est juste qu'elle a des, elle est en prison. Si tu veux aller la voir en prison, peut-être que. Écoute, pourquoi pas. C'était le point gala. Voilà, exactement. On en avait déjà parlé dans une news. Par contre, ce que t'as pas dit, c'est que pour le crossover, je sais pas si t'as vu, mais il y a Brandon Routh aussi qui revient, qui a fait. Mais parce qu'il était déjà revenu. Ouais, mais il est dans Legend of Tomorrow déjà. Oui, d'accord. Et il revient dans son rôle là, du coup, il va faire le Superman de Kingdom Come. Et il y a une image qui est sortie et c'est trop stylé, putain. Non, mais tu vas me dire, tu vas regarder ça? Mais franchement, j'ai grave envie. Moi, j'ai vu. Franchement, je vais être sincère avec vous. J'ai déjà dit en plus. J'ai vu un épisode de Legend of Tomorrow. Mais tu l'as vu l'image? Plus jamais. J'ai vu le pilote. Ah mais non, j'ai mais c'est trop stylé. Attends, je vais te montrer parce que c'est vraiment trop beau. Non, mais dans Legend of Tomorrow, il y a tout un épisode où il y a une peluche géante qui se bat contre eux. Enfin, une peluche. Je m'en fous, James. Kingdom Come. Enfin bref. Alex Ross. Il y a plein de gens autour de l'univers d'ici, des trucs un peu cheap qui reviennent, dont Dan Roof. De toute façon, tout le monde s'en fout de Superman Return. Il était nul à chier ce film en plus.
Ça a tué la carrière de l'acteur. Il a plus jamais rien fait, je crois. Après, Tu sais, il y a une anecdote autour de ça. Il avait un trop gros pénis et ils ont dû le raboter numériquement parce que ça se voyait trop apparemment. La qualité des anecdotes, James. Mais Aujourd'hui, regarde-moi c'est ça, James, putain. Mais c'est moche. Mais non. Ah, mais c'est ce que je me dis, je l'ai vu passer, je me suis dit, tiens, c'est Alain Chabat déguisé en Superman. Ah putain. En tout cas, il y a plein de gens qui reviennent et ils ont demandé à Michael Rosenbaum de venir et en fait il allait dire oui et sauf que en fait on lui a demandé de signer ne sachant pas combien il allait toucher et en ne lui montrant pas une seule ligne de texte, donc il a dit bah allez vous faire foutre. Et dans son rôle de Lex ou... Ouais, non, ils reviennent tous dans leur rôle de. En fait, ils font Crisis on Infinite Earth ou Crisis tout simplement. Et en fait, il y a plein d'univers qui vont se. Oui, sa carrière consiste à être chauve tout le temps. Ouais. Un jour, il aura un rôle chevelu. Il a des. Oui, je sais en plus, il a des cheveux. Il jouait dans. Très bizarre, Putain, merde, il est dans une sitcom. Avant, il jouait dans une sitcom. Ah, mais tu vois, personne s'en souvient parce qu'il est pas chauve. Ah. Je pense que c'est ça. C'est sa niche, écoute. Mais comme on y est, je pense que la meilleure chose de Smallville, c'était ce méchant et cette relation entre Clark et Lex. Et ils ont réussi à le niquer totalement dans le final. Est-ce que je peux vous... Bon, petit spoil de Smallville, on s'en fout, c'était il y a 10 ans. En fait, tout le truc intéressant quand même, c'est la relation entre Clark et Lex, qui est vachement intéressante, et qui se disent, ah ouais, bon, on va monter, et c'est pour ça qu'il va détester Superman à la fin. Sauf que dans le final, en fait, il lui arrive une couille, et il devient amnésique. Et là, pourquoi il aime pas Superman? On s'en fout. Voilà, c'était vachement bien. J'avoue, c'est vraiment nul quand même. Et dans le final, il y a 2 minutes, même pas, de baston. Tout le reste, c'est du blabla. Ceux qu'on fait L'argent. Oui, sûrement, oui. Je pense que c'est les scénaristes de Game of Thrones qui ont fait la fin de Smallville aussi. En fait, c'est les scénaristes qui s'occupent que de faire des fins de merde. Et le truc de cette série, c'était qu'on verrait enfin Tom Welling dans le costume. Mhm. On le voit 5 minutes dans une porte de voiture. Dans le reflet d'une porte de voiture, c'est tout. C'est long 5 minutes pour un reflet. Non, pas 5 minutes, pas 2 secondes, je veux dire. J'avais compris là. Le mec il reste très longtemps. Ah, regardez ça. C'est un plan de 5 minutes, c'est très long. Du coup, j'ai fini mes news. C'était un peu long, mais on verra comment on goupille. Dites-nous en C'est ça commentaire. l'avantage de pas être à la radio. Hein. Ouais, je pourrais couper des trucs en plus. Dites-nous en commentaire si vous voulez plus de news, vous voulez moins de news, vous voulez plus de gens, moins de gens. Dites-nous. Voilà, je sais pas, c'est gratuit totalement. Pauvre genre. Du coup, on va passer à l'interview qui a pas du tout été préparée puisque c'était Faye qui devait le faire et qu'elle était malade. Donc on va demander à Ben que fais-tu, d'où viens-tu, où vas-tu? Non, ça c'est Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est The Grand Asylum? The Grand Asylum, c'est un escape game que j'ai ouvert. J'ai commencé à travailler dessus il y a à peu près 1 an quand j'étais moi-même game master. J'étais game master pendant 1 an et demi avant d'en avoir marre de travailler pour quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai décidé d'ouvrir mon propre escape parce que j'avais plein d'idées, j'avais plein de manières de perfectionner un petit peu ce loisir. Et donc pendant à peu près les 4 mois, j'ai écrit le business plan, j'ai mis en place le concept et puis après ça a été relativement très rapide. Enfin par les travaux qui ont quand même pris plus de 6 mois parce que j'étais très optimiste sur les travaux. Et donc là on a ouvert début septembre. Ça fait penser à quelqu'un. Ça va, James, ça va désagréable. Ouais, non, en fait les travaux. Moi j'avais déjà eu la chance d'assister à des créations de salles dans les escape games dans lesquels j'ai travaillé avant. Et c'est vrai que c'était souvent 2, 3, 4 mois maximum. Donc moi je me suis dit bon ça sera certainement ça. Bon, sauf que moi en 6 mois j'ai fait 2 salles, enfin une finie et une qui va pas tarder à être finie. Et tout l'accueil aussi, parce que moi tout mon concept repose sur l'immersion totale, c'est-à-dire que dès la façade, vous rentrez dans un asile, et dès l'accueil aussi, tout l'accueil est décoré comme un vieil asile des années 50 qui aurait mal vécu, mal vieilli. Du coup, ça, rien que l'accueil, ça a pris au moins un mois et demi, ce qui explique la différence entre mes projections et la durée des travaux réels. Pour les gens qui sortiraient d'un ermitage de 4 ans ou 5 ans, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est une escape game? Les gens qui savent pas, je pense qu'ils méritent pas de savoir. D'accord. Alors un escape game, c'est une salle thématisée, donc il y a un thème, un décor, une histoire, un
scénario et les gens doivent rentrer. Alors en fonction du scénario, soit ils sont enfermés dans la salle, ils doivent s'en échapper, soit ils doivent réaliser une mission et ils ont généralement 1 heure. Il y a des escape games qui durent un peu plus longtemps, mais c'est minimum 1 heure. 90% des escapes c'est 60 minutes. Et pendant cette heure-là, ils vont devoir fouiller la pièce, ils vont devoir trouver des indices, faire des connexions, faire des liens entre les objets qu'ils trouvent et des manipulations. Ça leur permettra soit de trouver des codes qui ouvrent des cadenas, ou soit de déclencher des mécanismes qui amènent sur d'autres salles dans lesquelles il y a d'autres choses à faire. Bref, ils ont 1 heure pour faire tout ça, pour au final réaliser leur mission, réussir à s'échapper. Ok. Et c'est quoi à part le thème du coup, The Asylum, c'est quoi la spécificité de ce Grand Asylum? Moi déjà encore une fois c'est l'immersion totale, dans le sens où il y a beaucoup d'enseignes d'escape game où ils ont plusieurs thèmes de salles, c'est-à-dire qu'il va y avoir les Moyen-Âge, il va y avoir une prison, il va y avoir le KGB, il va y avoir plein de salles différentes, ce qui fait que l'accueil n'a pas d'autre choix que d'être neutre. Du coup, parce que toutes les salles de cette enseigne ont des thèmes tellement différents, donc du coup ça fait un accueil relativement neutre, et donc le Game Master, donc le maître du jeu qui accueille les gens, va aussi lui avoir un accueil neutre. Il va les recevoir en habit civil, il va leur parler normalement, leur expliquer les règles, et après une fois que les règles sont dites, on va emmener les joueurs dans la salle, et là on va demander aux joueurs d'une seconde à l'autre de passer de je suis à Montpellier dans un escape game à tiens maintenant je suis au Moyen-Âge, et c'est ce côté un petit peu dommage, immersif. Il n'y a pas ce côté jeu de rôle que moi j'essaye d'instaurer, c'est-à-dire que moi les gens quand ils arrivent déjà, encore une fois, aussi bien la façade que l'accueil c'est un asile, donc les gens sont accueillis par un comédien qui va jouer un rôle et les règles seront intégrées dans le scénario d'accueil, ce qui fait que quand les gens rentrent dans la salle de jeu, ça fait déjà 5-10 minutes qui sont psychologiquement dans un asile. Oui, il y a vraiment un côté immersif. Il n'y a pas de transition brute, et même la façon de délivrer les indices, même la façon dont la salle se joue, tout est immersif. Et donc pour ça, il fallait faire que des salles sur le thème de l'asile, parce que sinon, si l'accueil c'est un asile et puis qu'après encore une fois on les amène au Moyen-Âge, il n'y a pas vraiment de ligne rouge. De toute façon, moi aussi il y a une ligne rouge dans toutes mes salles, donc toutes les salles sont interconnectées, donc quand on en fait une, on aura forcément envie de faire l'autre. Et aussi c'est des salles dernière génération, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salles encore qui existent, qui sont des salles que j'appelle de première génération, c'est-à-dire que c'est beaucoup de codes et beaucoup de cadenas. Il y a des salles encore en France qui existent, qui ont 4-5 ans, et vous rentrez dans la salle, vous avez une quinzaine de cadenas, et il faut trouver le code d'un cadenas qui, quand on ouvre la boîte, il y a un autre indice pour trouver l'autre code de l'autre cadenas, etc., etc. C'est beaucoup de codes, beaucoup de cadenas, beaucoup de clés, beaucoup de serrures. Et maintenant on arrive sur des salles de plus en plus avec des mécanismes, de l'électronique, de l'animatronics, de la robotique, de ce genre de choses qui sont présentes d'ailleurs dans TGA. Il n'y a pas du tout de cadenas dans mes salles. Ok. Est-ce que, du coup c'est vachement cool effectivement d'avoir cette idée de cohésion, d'avoir dès l'accueil effectivement un truc qui unit tout et d'avoir tout sur le même thème, mais quand toi tu crées, du coup tu designs les salles, est-ce que c'est pas un peu restrictif de te dire faut toujours que ça colle au thème de l'asile? En fait, ça a été un choix justement depuis le début de faire un thème sur l'asile. Alors si le thème est commun, les thématiques sont différentes. J'ai une salle d'aventure, donc tout public, le professeur, dont le nom sera amené à changer parce que c'est pas très sexy comme nom. Mais et on a Patience 148, c'est une salle d'horreur. Donc j'ai une salle d'aventure, une salle d'horreur et une salle qui racontera les légendes urbaines de Montpellier. Une légende urbaine de Montpellier, donc ce sera la 3e salle. Et pas trop restrictif non, parce que l'asile c'est quelque chose qui me parle, parce que je suis un peu taré moi-même. Et c'est surtout que c'est important pour moi que toutes les salles soient dans le même thème, mais on a énormément de projets. Quand je dis on, je parle de moi et des gens qui m'entourent et qui m'ont aidé à construire TGA, parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc aujourd'hui on est sur TGA, The Grand Asylum, mais demain avec mon frère on est en train d'écrire TGB, The Grand Bank, ou TGC, The Grand Circus, ou TGH, The Grand Hotel, ou TGK, The Grand Kids, qui seront des salles spécialisées pour les enfants avec les tranches d'âge. Bref, il y a 26 lettres dans l'alphabet, je vais pas toutes vous les faire, mais en gros TGA, chaque salle raconte l'histoire d'un patient. TGC, The Grand Circus, chaque salle racontera l'histoire d'un artiste de cirque, toujours avec une salle d'aventure, une salle d'horreur, une salle légende urbaine en fonction de la ville dans laquelle on s'implante. Donc voilà, il y a plein de projets, donc je pense que l'asile, je me suis pas senti bloqué parce que je sais très bien que une fois que TGA sera lancé et fonctionnera, je serai sur d'autres thèmes et je pourrai laisser parler ma créativité.
moi j'ai une petite question qui rejoint celle de Jean, c'était parce que du coup il me semble que les salles souvent elles évoluent, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois on change d'histoire ou ce genre de choses. Est-ce que avec ce thème-là tu vas pouvoir faire évoluer tes salles ou c'est possible aussi? Alors, une salle ne change pas. Une salle ne change pas parce qu'une salle, ça coûte entre 30 et 60 000 euros. Du coup, tu penses bien que si on devait les changer tous les 6 mois, ça serait embêtant. Après, dans l'évolution, c'est compliqué d'avoir un recul parce que l'escape game, ça a été inventé en 2007 au Japon. Donc la première, c'était 2007 au Japon. C'est arrivé en France relativement tard, en 2013. Et de 2013 à 2015, il n'y avait que 3 escapes en France. Donc c'était vraiment très peu connu. Et ça a commencé à faire un gros boom et a vraiment fonctionné en 2015. Et maintenant, on est à peu près 700 salles d'escape. Donc 2015 à 2019. Il est connu dans les pays comme la Hongrie, comme la Croatie, comme le Japon, comme les États-Unis, qui sont entrés dans l'escape game beaucoup plus tôt que nous, qu'une salle a à peu près 5-6 ans d'espérance de vie. Donc pendant 5-6 ans, on peut garder la même salle avant qu'elle soit obsolète, soit que tous les gens de la région l'aient jouée, et donc du coup qu'elle ait plus autant de succès. Mais de toute façon, une salle d'escape, c'est soit on change tout, soit on la laisse comme elle est. On peut pas se permettre de changer. J'ai eu la même question il y a quelques jours. Une personne qui m'a dit ouais, mais tu vois, moi je viens de la faire, j'aimerais bien la refaire, mais avec d'autres énigmes. Je pense pas que les gens soient prêts à payer entre 18 et 28 euros pour revenir faire une salle qu'ils ont déjà fait. Juste parce qu'il y a 3 énigmes qui ont changé et que les codes des cadenas sont plus les mêmes. Donc, parce que moi, ce que j'aime dans l'escape game, ce qui m'amuse quand j'arrive dans une salle, c'est de découvrir l'univers, le décor, et limite les énigmes, c'est presque secondaire chez moi. Moi, j'adore être immergé dans l'histoire, dans le décor, et donc si je le connais déjà le décor, si j'ai déjà été immergé dans le scénario, qu'il y ait 3 énigmes qui aient changé, un mécanisme de plus et 2 codes qui sont plus les mêmes. En tout cas, moi, j'y retournerai pas et je pense que le peu de gens que ça permettrait de revenir, à qui ça permettrait de revenir, ça justifie pas d'investir dans la salle qui existe déjà. Soit on la laisse comme ça, soit on pète tout et on recommence tout. Et pour les gens qui se demanderaient à quoi ça ressemble le visuel, sachez que c'est une des personnes qu'on a déjà reçue dans l'émission qui a travaillé sur Romain Oulès. C'est Romain Oulès, donc de la chaîne Derrière le Masque, et sa société en Hangar 84 qui ont fait un travail exceptionnel. J'avais un premier décorateur avec lequel c'est très mal passé. Par exemple, j'ai une toute petite salle, c'est un peu une salle bonus. Le premier décorateur, il m'avait dit écoute, on va peindre les murs en noir et on va mettre 3 toiles d'araignée. Romain, et quand lui il est arrivé, il m'a recréé une cave, une grotte absolument magnifique, et pour presque rien, parce qu'en fait il a fait toutes les poubelles du quartier, et en faisant toutes les poubelles, il a ramassé du polystyrène, il nous restait du ciment, il a trouvé des palettes, enfin il a fait un truc extraordinaire avec presque rien. Et vraiment il est très fort ce Romain. Il est beaucoup trop fort ce Romain. Il est beaucoup trop fort. Tous fans de Romain ici en fait. Un peu trop. Il le sait. Il faudra. Mais il est fan de vous aussi puisqu'apparemment il est très client de Easter Egg. Disons qu'on le voit régulièrement. Comme moi, il a l'air accro au gameplay. Oui. C'est la faute du Charlie ça. Mais tu sais qu'il a jamais fait d'escape game. Il a travaillé 6 mois avec moi, il a jamais fait d'escape game. Mais tu sais que j'en ai discuté avec lui parce qu'en fait on le croise pas mal parce que sa chère est tendre et tatoueuse et ouais, ça lit en enfin Faye s'est fait tatouer chez elle et quand on repasse on le croise souvent et il me dit j'ai jamais fait d'escape. Moi il m'a tourné le truc qu'il pensait que vraiment ça c'était ce qu'il avait fait c'était vraiment bien pour les gens qu'on n'avait jamais fait ou qui aimaient pas trop les escape games. En fait c'est totalement différent des escape games qui existent déjà, ce qui fait que vu que c'est un peu innovant ce que je propose, moi personnellement c'est un peu compliqué pour moi depuis que j'ai créé TGA de faire d'autres escapes qui sont un petit peu à mon sens dépassés. J'ai mon électronicien, figurez-vous, qui est la personne qui a créé la plupart des mécanismes et programmé absolument tous les mécanismes. Il n'a jamais fait d'escape de sa vie non plus. En fait je suis entouré de gens qui n'ont jamais fait d'escape et je leur dis c'est dommage parce que maintenant qu'ils ont eu l'habitude de travailler sur TGA, ça va être compliqué pour eux de faire d'autres escapes, pas parce qu'on est mieux que tout le monde même si c'est le cas, mais c'est surtout que c'est très différent. En fait on propose quelque chose de tellement différent que les gens qui viennent faire pour la première fois TGA, après ils risquent d'être un petit peu perdus en allant voir d'autres escapes, mais le contraire est vrai aussi. Mais quand on a l'habitude de faire des escapes, c'est vrai que c'est un peu rafraîchissant de voir quelque chose de totalement différent.
Ok. Est-ce que tu peux expliquer, sans spoiler, en quoi c'est différent du coup par rapport aux escape classiques? Encore une fois, c'est l'immersion totale, c'est la notion de jeu de rôle. Il y a C'est-à-dire que les joueurs auront un rôle autre que le leur en fait. Tu leur donnes ils auront une personne. Voilà, ils jouent eux-mêmes un rôle et puis le comédien qui les accueille, le game master qui va les suivre pendant toute la session, lui aussi il a son rôle, il reste dans son rôle. Il y a des interventions, il y a vraiment une interaction avec les game masters qu'il n'y a pas spécialement dans d'autres escapes. Il y a plein de concepts aussi qui sont développés au-delà des salles dernière génération qu'on propose sans cadenas avec des effets, ce qu'on appelle dans le milieu des effets waouh. C'est des effets où quand il se passe un truc, les clients ils s'y attendent tellement pas que ils disent waouh, du coup ils s'y attendent pas. Et ouais, ils sont bien cherchés pour je sais, ouais, c'est et donc on a essayé, en fait moi si tu veux, j'ai fait une centaine d'escapes dans ma vie, j'y ai travaillé pendant 2 ans en tant que game master, donc je connais un peu le milieu. J'ai travaillé à Paris aussi parce que moi je suis originaire de Paris. Je sais, personne n'est parfait. Il y en a qui aiment bien Aquaman. Et mais donc c'est vrai que j'ai essayé de prendre tout ce que je pensais perfectible chez les autres et essayer de le changer, de faire différemment ici. Je pense que c'est vraiment la notion de jeu de rôle qui est totalement différente. Ok, et merci The Grandalium. Est-ce que tu peux rappeler ou même donner, parce qu'on l'a pas donné du tout, l'adresse alors on est au 30 rue Ballard, c'est si les gens voient l'avenue Georges Clemenceau, c'est avec le parc Georges Clemenceau, c'est la rue qui longe le parc Georges Clemenceau. On est à moins de 10 minutes à pied du centre-ville. Est-ce que tu as des modalités, il y a des horaires ou du... Alors le premier jeu commence à 10h. Alors en fonction des salles, quand la deuxième salle sera ouverte, on aura des entrées qui seront différées parce que encore une fois, vu que c'est totalement immersif, quand on viendra faire la salle d'horreur, on n'aura pas le même accueil que quand on viendra faire la salle d'aventure. Du coup, il y aura des entrées en différé parce que la personne qui va accueillir l'ambiance lumineuse, l'ambiance sonore, et puis le costume de la personne qui va le recevoir sera pas du tout la même ambiance. Donc du coup, il y a des horaires différés, mais en gros, c'est premier jeu 10h et dernier jeu 22h. Ok. Et c'est 7 jours sur 7, et vacances, jours fériés. La totale, 365 jours par an. Et tu disais qu'à Halloween, vous allez faire une nocturne. Halloween, justement, on fait tout pour ouvrir la deuxième salle, donc la salle d'horreur pour Halloween, donc le 31, en faisant un gros événement et faire une nocturne. C'est-à-dire qu'on sera ouvert toute la nuit jusqu'à 6h du matin. Donc vous avez du courage. C'est gentil. Du coup, tous les liens seront dans la description. Vous pourrez aller checker ça et vous pourrez envoyer des messages si vous avez envie de passer sur Montpellier à TGA. On va passer à la review. Je crois que c'est Jean qui gère la review cette semaine et on va vous parler de Joker, l'homme qui rit. Je sais pas comment c'est en VO. Tu fais pas de pause musicale, Jeff? Non, on fait pas de pause musicale. Donc Jean, tu vas nous parler de Joker, l'homme qui rit. Ouais. Qui est mieux que Killing Joke. Non, c'est faux. Tu attends, James, c'est ma review, donc c'est moi qui aurai raison. Donc c'est l'homme qui rit, The Man Who Laughs en anglais, voilà. Par Ed Brubaker, donc qui est surtout connu, principalement pour James, j'imagine, pour Gotham Central. Ouais. L'histoire qui suit la police de Gotham dans ses aventures plus ou moins sans Batman. Et l'artiste c'est Doug Mahnke, je suis pas sûr de la prononciation, je pense ouais, non, moi non plus. Qui est l'artiste qui est notamment qui fait partie des créateurs de The Mask. Oui. Donc du coup personnage un peu pareil, psychopathe délirant, donc on est dans le même registre, peut-être un peu plus sobre pour le Joker, qui a moins de pouvoir quand même. Et il est pas invulnérable non plus. De quoi ? Il est pas invulnérable. Le masque oui, il est invulnérable. Oui, il y a des différences. Mais bon, c'est un personnage qui est peinturluré, qui fait n'importe quoi, qui tue des gens. Ouais. Je fais mes rapprochements comme je peux. J'ai plus peur du Joker que de The Mask. Ça, c'est parce que tu penses à Jim Carrey, c'est ça? Bah non, c'est le contraire, j'ai dit que j'avais plus peur du Joker. Mais c'est parce que justement, t'as pas peur de Jim Carrey. Ah. Mais... Donc, pardon, on digresse un peu. Donc l'homme qui rit, donc un titre en référence à l'œuvre de Victor Hugo, dont est inspiré le Joker aussi. Donc c'est pas l'adaptation au cinéma avec Gérard Depardieu qui est ignoble. Non, c'est pas celle-là, non, c'est le vieux film en noir et blanc, enfin même le roman, effectivement, où le personnage a un sourire crispé. Je sais plus si c'est parce qu'il a pas de lèvres ou je sais pas quoi, mais en fait, il y a des normalement il a des cicatrices. Où il a fait le sourire marocain ou je sais pas quoi, le truc où on te coupe. Sourire marocain. Tu connais pas? Ça s'appelle comme ça? Moi je le connais pas sous ce nom-là, mais. En fait, on te coupe. Oui, non, mais je vois ce que c'est, mais Et après on t'écrase la main. Attention, âme sensible et s'abstenir. Ça s'ouvre. C'est dégueulasse. Non, vraiment cool. Hein. Bah, ça va avec la thématique, voilà, non The Grand Asylum, Escape Game, horreur, tout ça là, c'est bon, voilà. le thème. Hein.
Donc du coup, L'homme qui rit, donc c'est l'histoire de la première rencontre entre Batman et le Joker dans la continuité de Year One, donc le récit de année 1, le récit de Frank Miller et David Mazzucchelli. Du grand David Mazzucchelli. De quoi ? Oui, ça c'est un vrai titre de qualité, tout le monde est d'accord, c'est bon, ça. Ah ouais, non mais Year One, si vous n'avez pas lu Year One, est-ce que tu as lu Year One lis Year One parce que c'est déjà très beau. C'est vraiment très très bien. C'est la première année comme le dit le titre, la première année de Batman. C'est vraiment cool. Et c'est la meilleure porte d'entrée, je pense, pour le personnage. Mais donc du coup là, c'est intéressant parce que c'est une réécriture, encore une réécriture de la première rencontre de Batman et du Joker. Ça se passe aussi dans la continuité après Zero Hour, donc c'est l'event où Green Lantern est devenu Parallax après la destruction de sa ville natale et où il devient fou et il décide de essayer de réécrire l'univers d'ici. Donc en gros, c'est juste une excuse pour un reboot. Donc voilà, c'est tous les 2 ans à peu près, donc on est habitué. Donc c'est une histoire, quand on la lit aujourd'hui, je pense que c'est une histoire qui est assez classique, dans le sens où on a tous les gros poncifs de la rencontre Batman avec le Joker, dans le sens où on découvre, on sait que le Joker est revenu parce qu'on trouve des cadavres avec un sourire crispé, la peau blanchie et les cheveux verdâtres. Le Joker, voilà, donc il tue des gens de manière sadique, il y prend un plaisir fou. Et dans un dernier grand élan, il essaye d'empoisonner toute la ville grâce à un plan machiavélique, mais que Batman va réussir à faire échouer au dernier moment. Qui fait dans tous les Batman séries animées. Voilà, c'est ça. Son plan, c'est toujours la même chose pratiquement. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est très classique, mais c'est des éléments qui ont été amenés petit à petit, qui sont installés au fil du temps et qui là sont repris un peu pour essayer, je pense, de réinstaller ça, d'en faire quelque chose de canon. Je sais pas si je peux me permettre. Je trouve que c'est un peu peut-être comme Killing Joke, qui a peut-être entre guillemets inventé des choses, mais qui s'est basé sur. Il y a beaucoup d'auteurs après qui se sont basés sur ce titre-là. J'ai l'impression que c'est la même chose avec The Man Who Loved. Où vraiment il y a beaucoup de gens qui ont dit ça c'est cool, donc on va reprendre ce qu'avait fait Brubaker et Mank ou Mank, je ne sais plus, Mank, je sais pas, et on va essayer de faire autre chose en se basant sur ça. Et Killing Joke, je pense que c'est une des la principale qualité de Killing Joke, c'est son héritage en fait, c'est ce qu'il a engendré, et je trouve que c'est un peu la même chose avec Batman. C'était justement mon point suivant. Putain, quelle synchronisation. Comme si j'avais lu ta review. Non, j'ai pas lu ça. Non, effectivement, c'est presque un travail d'archéologie et d'histoire de lire ce comics, parce qu'effectivement on retrouve, ça met en place des points et ça fait un rappel à toute l'histoire, parce que l'histoire se base sur des éléments de la première rencontre entre le Joker et Batman de 1940, donc les vieux comics où les histoires tenaient sur un post-it, et encore. Et ça reprend, voilà, c'est une espèce de pont entre le passé et le présent pour un peu installer le futur. Quel poète! Vraiment, je m'épate. C'est gratuit les fleurs aujourd'hui. Bah écoute, tu m'insultes tout à l'heure gratuitement, je me flatte un peu, voilà, je rattrape le truc comme je peux. Donc voilà, donc c'est une espèce de travail d'archéologie sur la relation Batman-Joker qui pose des bases en se basant sur des choses du passé. Donc effectivement Killing Joke, parce qu'on a des éléments, on a des flashbacks un peu sur la rencontre à Ace Chemicals avec le Joker qui était au départ Red Hood qui tombe dans des indices d'acide, voilà, donc ça reprend un peu le passé pour construire le futur. Mais voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était pas forcément un titre très mémorable en lui-même. Ah ouais? Mais pour le point de vue héritage, poser les bases, etc., c'est intéressant. Et aussi parce que on voit beaucoup de Batman détective, et ça, moi, c'est mon Batman préféré. Et puis après, est-ce que t'as lu du coup Gotham Central après? J'ai essayé, mais comme disait Charlie, et même toi t'expliquais, comme on arrive dedans et qu'on n'a pas toute l'histoire, on n'a pas tous les personnages, on arrive un peu au milieu. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher, j'ai lu le premier chapitre et j'ai arrêté parce que ça me Mais c'est peut-être pas. Le reproche qu'on peut faire à Urban, c'est que clairement ils voulaient sortir les histoires, ils se sont dit le titre est trop court pour être vendu à 28€, donc on va les mettre du remplissage, on va les mettre un épisode de Gotham Central qui je le restaure, je continuerai à le dire toute ma vie, le meilleur comics de tous les temps. Si tu n'as pas lu Gotham Central, lis Gotham Central. Après pourquoi une énième fois pourquoi il faut lire. C'est quand même raccord parce que c'est le même scénariste, donc ça. Ouais, c'est le même scénariste et on est dans la même ambiance un peu. Oui, c'est policier, on a ce Batman. Mais je trouve que même dans mais je trouve que même dans ce petit bout de run, on voit toutes les qualités pour moi de Gotham Central et pourquoi je suis d'accord avec toi. Voilà, parce que pas pour spoiler, mais l'intérêt autour de Gotham Central, c'est quand même qu'on vit le quotidien des policiers des crimes majeurs surtout, et ils ont affaire à des mecs
Enfin, on est dans une ville où bah c'est normal qu'un mec arrive et veuille empoisonner les réserves d'eau ou même qu'il y a un mec qui soit capable de te geler. Enfin, sans spoiler, la toute première histoire de Gotham Central, c'est ça. C'est 2 flics qui sont normaux, qui sont des gens comme vous et moi, qui vont ouvrir une porte et qui vont se retrouver face à Freeze. Et il y en a un qui va mourir parce qu'il va se prendre un coup de glace dans la gueule et que bah tu te fais geler tu meurs, hein, c'est normal. Et on voit vraiment le quotidien et à quel point bah c'est une ville pourrie et c'est dur de vivre dans cette ville là. Et moi je trouve que bon, même si c'est vrai que on arrive en plein milieu de l'arc, il y a plein de personnages qui genre Montoya ou même et il y a des liens comme ça que tu as pas si t'as pas lu avant, et c'est dommage de balancer même si le truc est pas mal. Enfin moi j'aime bien ces épisodes là. Non, mais moi j'ai pas lu. Noémie, qu'est-ce que t'en as pensé de toute la partie sur Gotham Central, c'est vrai que je pense que si j'avais pas lu ce qu'on avait lu il y a quelques semaines, enfin toute je sais pas si c'était le premier arc ou quoi, je pense que j'aurais été aussi largué, mais là justement ça m'a vraiment, finalement j'ai retrouvé des personnages que je connaissais déjà, ça m'a permis de quand même mieux les comprendre, et là on repart toujours sur la même, c'est le commun des mortels qui subit les dommages collatéraux de ces espèces de conflits, de gros égos entre tous ces super héros. Et enfin ils le disent très bien à la fin, sans faire de gros spoilers, les dernières cases ça explique vraiment c'est ça, vraiment les pauvres ils sont victimes de ces guerres d'ego et même de Batman finalement, pour eux c'est pas super clair finalement, j'ai l'impression de savoir si Batman c'est un gentil ou pas, ou si finalement c'est juste comme les autres, ils se retrouvent à être victimes de ces héros. C'est vraiment compliqué. Bah même il y avait un des petits détails qui est important et je crois qu'il le précise pas dans les trucs qu'on a vu, c'est que la personne qui est désignée pour allumer le batignal, elle est payée par un autre service de la mairie exprès pour que ce soit pas les flics qui allument. Ouais. Donc la meuf est payée juste pour ça en fait. Elle vient juste pour allumer ou pas le batignal, et elle a dans le titre juste avant on voit qu'elle a un petit lien avec Batman, elle est un peu amoureuse de Batman. Il y a des petits trucs comme ça et vraiment ce titre est génial, et en plus Michael Lark c'est tellement beau. Moi je trouve que ça va tellement avec l'aspect polar, t'as vraiment l'impression d'ouvrir un film noir. C'est vrai. Et vas-y Charlie il est pas fan, mais bon. Charlie, vas-y. Non mais alors moi je suis pas trop difficile sur le dessin en général. Plusieurs fois vous crachez sur des dessinateurs. Putain, mais t'as dit du bien de Romita la semaine dernière, mec. Non, attends, j'ai Alors pas dit ça du bien. par contre c'est pas possible. Non, attendez, j'ai pas dit du bien. J'ai dit que ça me dérangeait pas et que ça m'a pas gêné dans la lecture de l'histoire. Là, clairement, ça m'a gêné. C'est-à-dire que d'un point de vue purement esthétique, c'est joli, mais les personnages, ils ont leur visage qui change tout le temps de forme. Il y a beaucoup de noir partout. Moi, qui débarque en plein milieu de l'histoire, je comprenais rien, je reconnaissais pas les personnages en fait. Là, ça m'a vraiment dérangé. Et c'est pas que c'est moche, c'est que c'est pas clair en fait. C'est ça le truc. Donc ça m'a dérangé cette fois-là. Voilà, c'est sur le dessin. Il a dit du bien de Romita la semaine dernière. Non, toi du bien. J'ai dit que ça m'a pas déçu, dérangé. Charlie. J'ai réservé un livre à Astérix, je vais venir annuler ma commande parce que c'est pas possible. Non. Wilfried, t'en as pensé quoi de cette histoire hein, du coup? Alors, toujours sur l'homme qui rit ou sur Gotham Central? Sur l'homme qui rit, ah oui, bah Ce que je disais, c'était sur Gotham Central. On n'a pas encore parce parlé que Doug Monk, t'as kiffé Ah, le dessin, oui, super. Là, j'ai vraiment aimé le côté un peu vintage. Le seul reproche que j'ai, c'est qu'il ait foutu une Batmobile avec des jantes avec le signe de Batman en mode on est dans les années 60 avec des gros ailerons bizarres et tout. À un moment, je pensais qu'on avait dépassé ça, mais c'est le seul de c'est la suite de Year One, il l'a pas encore sa Batmobile, trop stylé. Ouais, mais là c'est vrai que sinon le dessin de l'homme qui rit était vraiment super. Le Joker, il est impressionnant et tout. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et là pour le coup, c'est noir, mais ça reste très lisible en fait. J'ai trouvé que c'était un meilleur. En fait, c'est le même style, mais mieux que Gotham Central en fait, pour moi. Tu fais mal à mon petit cœur fan de Gotham Central. Et puis même au niveau du scénario, quoi, l'histoire est très bien écrite, je trouve, et ça sublime la première apparition du Joker, parce que faut savoir que en plus de ça, ils reprennent vraiment le premier crime du Joker, où à l'époque, là il se servait des médias pour commettre ses crimes. Bon, là c'est à la télé, à l'époque c'était à la radio. Les personnages sont les mêmes, mais dans une atmosphère beaucoup plus glauque, beaucoup plus sombre. Et disons que dans les premiers, ils tuaient juste des gens pour voler un peu d'argent. Là, on est quand même dans quelque chose, sans spoiler, d'un peu
recherché quand même. Sans spoiler, il y a une scène qui est marquante, on en a parlé tout à l'heure, je sais plus si c'était en off ou pas. On voit au début, parce qu'ils ouvrent à un moment, ils ouvrent une espèce de truc désaffecté, et on voit toutes les tests, parce que au final, le venin du Joker, il n'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. Ouais. Il a dû faire des tests avant, et on découvre, il y a une myriade de cadavres à qui il a dû tester avant comment je vais faire pour les tuer en fait qui rit, et je trouve que dans ce titre, on voit à quel point, contrairement à Killing Joke où t'as peut-être un peu plus de pitié pour le Joker, là tu vois que le mec fait flipper, le mec est un psychopathe, il tue des millions de gens comme ça en claquant des doigts, je crois qu'il y a tout un moment où on le voit traverser le hall d'un hôtel et il bute le mec le gardien de l'hôtel, mais il le regarde même pas. Il le regarde même pas, il lui tire dessus. C'est l'hôpital psychiatrique, il passe et les gardiens. Encore un lien avec le lieu où on enregistre aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Et il y a un lien avec Arkham parce que Arkham va ouvrir, à peine ouvrir, tout début, ou réouvrir, je sais plus. Mais en fait c'est ça, on repart sur le tout début. Superman vient tout juste d'être localisé, Flash c'est pareil. Ouais, il parle de même pareil, Batman est encore au statut limite de légende urbaine dans la ville. Ah oui, à un moment où il croise des civils, il y a quelqu'un qui dit mais t'existes pour de vrai. Bah, oui. L'asile d'Arkham va seulement ouvrir. Ouais, c'est vraiment moi je trouve vraiment ce titre c'est un bon point d'entrée, je pense, quand on veut reprendre Batman moderne. Ouais. J'avoue, oui, pour moi, cette chanson, c'est le point de la noob de chaque fois que je suis là. C'est vrai que là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que finalement, moi, je savais pas du tout comment le Joker avait commencé. Enfin, là, du coup, c'est pas forcément abordé, mais comment la première rencontre avec Batman, et c'est super agréable de savoir finalement comment ça commence. Et là, c'est vraiment ça, un côté un peu old school, c'est vrai, même dans la narration. Un côté un peu film noir avec le narrateur toujours, qui raconte un peu l'histoire, ça alterne entre Batman et Gordon. Et non, vraiment, c'était une excellente lecture. Merci, James. Ça rattrape la semaine dernière. Je suis désolé. Mais comme je disais la semaine dernière, il faut des fois lire des choses qu'on n'aime pas pour savoir ce qu'on aime, tu vois. Exactement. Mais c'était hyper intéressant et moi, j'en reprendrais bien encore un peu. Ouais. Est-ce qu'on je confirme que le côté Batman détective c'est super cool. Il passe plus de temps à enquêter qu'à mettre des pains mais c'est le meilleur de Batman. Et là, moi c'est ce que je lui dis. On a fait un stream avec Damien, un œil nouveau dans l'émission. On a fait tout un stream où justement on jouait à des jeux vidéo de Batman et en même temps je parlais de titres de Batman. Et moi c'est ce que j'aime dans Batman, c'est ce côté détective. C'est les trucs de Jeff Lobb, de Tim Sale, où vraiment même dans Silence où on voit vraiment enquêter c'est le meilleur détective du monde, parce que c'est dit dans ces... Même si ça fait chier... la série où il est apparu, c'est quand même Détective Comics, putain. Ouais, voilà. Au bout d'un moment... Je me bats toujours avec Faye où il dit c'est Sherlock le meilleur. Mais non, c'est Batman le meilleur. Il y a pas de... Batman, c'est marqué Détective Comics, donc voilà, il a gagné. Donc moi, c'est ce Batman-là que je kiffe. C'est ce Batman en plein dans un Gotham pourri, entouré de gens prêts à tout pour un peu de fric. Et une ville au bord où t'as l'impression que tout le monde va se suicider c'est ce Gotham là que j'aime et ça me fait plaisir de lire du bon Gotham comme ça et lisez Gotham Central parce que c'est vraiment trop bien. Est-ce qu'on t'a donné envie de le lire? Parce que du coup je te l'ai donné mais t'as pas eu le temps de le lire. Merci de le rappeler. Non, effectivement j'ai pas fait mes devoirs pour ce soir parce que j'ai pas du tout eu le temps. Mais oui, bien sûr, ça m'a carrément donné envie de le lire. Moi dernièrement j'ai fini The White Knight. Je sais pas si ça fera l'objet d'une autre émission. On a déjà traité quand c'est sorti. Je propose qu'on en reparle encore parce que moi j'ai pas lu l'autre. Et mais on peut en parler parce que j'aurais jamais fini de parler de John Murphy tellement c'est beau. Non, ça m'a vraiment donné beaucoup envie de le lire. À Gotham Central, je sais pas trop, c'est un peu mitigé. Mais donc je lirai pour. Non mais il faut le lire, c'est trop bien. Ouais. J'adore le regard de James à chaque fois que quelqu'un remet en cause Gotham Central, mais sans argument en plus, c'est genre non, c'est bien. Pourquoi? Parce que. Mais non, mais c'est génial. Enfin. Voilà, c'est ce que je disais. Non, on a déjà entendu ces arguments. En fait, je le dis pas parce que depuis le début de cette émission, ça fait 4 ans qu'on fait l'émission. Ça fait 4 ans que je fais chier tout le monde avec Gotham Central en disant que c'est génial, que c'est le côté polar en fait. Et Brubaker, donc qui est le scénariste de L'Homme qui rit, et Greg Rucka parce que Greg Rucka est quand même avec lui et Greg Rucka il est génial. C'est des dieux pour le polar.
Et l'intérêt encore, bon, je repars, je m'en fous, hein, sur ces personnages. On parle de Montoya, on parle de, enfin, ils vivent des trucs qu'on pourrait vivre dans notre quotidien. On parle par exemple Montoya qui est lesbienne et qui doit se dire, est-ce que je le dis autour de moi, est-ce que je suis flic et donc dans un milieu un peu vachement masculin et peut-être un peu homophobe, est-ce que j'en parle? Ils vivent des trucs du quotidien et en même temps ils sont face à, encore une fois, à Freezer, au Joker, et en même temps en filigrane t'as Batman qui les aide et ça les fait un peu chier parce que ils sont flics et normalement c'est eux qui devraient arrêter les criminels et pas un mec déguisé en chauve-souris. D'accord. Donc voilà, vraiment j'ai un amour pour ce titre, il est vraiment je me mettrai à Gotham Central juste après avoir revu Aquaman. D'accord, mais Aquaman est génial. Mais tu m'as presque donné envie de le revoir, hein, tu sais. Mais Aquaman, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu lui trouves à ce film. Parce que donc il faut absolument. On a fait toute une émission. Un piège, ne réponds pas. C'est un piège. Mais ils assument le kitsch de... Enfin, moi, je le regarderai ce soir en pensant à toi, promis. D'accord. Mais le problème c'est Momoa dans tout le film. C'est un autre. J'ai fait une émission déjà dessus. On va pas repartir. On fait ton petit tour de table. Est-ce que vous achèteriez le bouquin? On va commencer. Non, parce que du coup je l'ai lu, tu m'as poussé, donc si, moi j'ai beaucoup aimé. Charlie? Moi oui, la première histoire est géniale, c'est sûr, hein, l'homme qui rit c'est vraiment super. Mais comme je déteste Charlie. C'est toi mon prochain. Tu perds ton rôle de bouc émissaire, ce sera Charlie. Wilfried? Moi je l'ai déjà. Ok, c'est parfait. Et Jean? Est-ce que tu vas revendre ton Brian Bolland? Non, c'est mort. Non, mais en plus, moi, je pense que c'est bien quand tu connais pas trop le Batman ou que t'as pas trop d'histoire et que tu veux vraiment te lancer dedans. Moi, en toute modestie, je pense que j'en connais déjà assez et que c'est pas quelque chose que j'ai besoin de lire pour en savoir plus, quoi. Tout ce que j'ai lu dedans, je le savais déjà, je le connaissais, je l'ai reconnu parce que je le connaissais. Non, mais est-ce que c'est pas une des forces du bouquin de se dire, de voir toutes ces petites ou ces petits historiques? Oui, si, mais pour quelqu'un qui connaît pas. Moi je l'ai lu, mais. Ouais, mais si tu connais pas les historiques. Oui, c'est l'œuf ou la poule, James. On va pas, hein. D'accord. Bon, on a fait le tour. On va finir avec une nouvelle rubrique, un petit quiz, et on va essayer de. Donc l'idée, c'est qu'on va finir chaque émission avec un quiz et que nous allons compter les points au fur et à mesure. Et les 3 personnes, du coup, ça va aller. Les 3 personnes qui gagnent, donc il y aura 1, 2, 3, auront 1 point, 2 points, 3 points. Et on va gagner un score tout le long des émissions pour avoir à la fin qui est le meilleur d'émission. Sachant que toi tu pars en décembre, donc ça c'est un peu, c'est pas grave. Et alors j'ai des questions de rapidité et en plus j'ai un blind test qui est très cool. Je vends mon blind test, mais mon blind test est génial. Vous voulez commencer par quoi? Non, j'ai pas de buzzer, mais vous allez hurler. À moins qu'il faut pas trop hurler, on va essayer de. Bon, on commence par, on va faire 2-3 petites questions. Et bah si c'est Ben qui gagne, il donnera son point à un de vous, ou il y aura un point invité, tout simplement. Alors, l'idée, c'est est-ce que vous avez bien suivi mes news et est-ce que vous suivez bien l'actualité des Il s'appelle comics. Isaac. Non, c'est pas les news que j'ai fait, c'est les news d'avant en fait. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, qui est le dernier petite dernière précision, vous avez le droit à une seule parce que j'ai pas envie de 40 millions de ça. Il y a une seule réponse possible. Donc une fois que vous avez dit un truc, bah vous vous êtes trompé, vous n'avez pas le droit de répéter une autre fois. Alors, qui est le dernier réalisateur en date à avoir été pressenti pour le film Flash? On s'en fout. Pardon, excusez-moi, c'est encore personnel. Tu m'aurais demandé l'acteur, je t'aurais répondu direct, mais non, bah non. Putain, mais j'en ai parlé 15 fois. Hein. Ils ont pas repris je James suis nul Wan. avec les noms, moi. Il a sorti un film il y a pas très longtemps. La suite d'un de ses films qui a marqué. C'était un réalisateur qui fait des films d'horreur. Non, un réalisateur. Et mais c'est pas loin de Stephen King. Gros indice. Ouais, bon, voilà, c'est Ben qui a gagné. Oh là là, bravo! C'est Andrea Muschietti qui est présenté pour réaliser le film Flash. Et bah, bravo Ben. On s'est fait fumer là, c'est terrible. Vous êtes prêts? Alors, quel acteur habitué des séries et surtout celle de Joss Whedon va jouer dans le film Suicide Squad de James Gunn? Nathan Fillion.
Voilà. Bravo. Allez, boum. Et putain, merde, il faut que je note les points. Bravo, Jean. Note que je suis en train de gagner, s'il te plaît. Bon, Jean, t'as pas crié, par contre, c'est pas réglementaire. Si j'ai hurlé ma réponse. Nathan Fillion. Et du coup, j'avais pas noté beaucoup de questions et je suis sûr que vous allez pas trouver puisque quoique il y avait vous trois, vous étiez dans l'émission de la semaine dernière. Oh la merde. Est-ce que vous avez retenu les news de la semaine dernière? C'est la pression là. Alors bon, de toute façon, je l'ai en tête. Ça sert à rien de... Qui va remplacer Tom King et Michael Janin, peut-être que tu vas savoir, à l'équipe créative de Batman. Alors, il y a James Il faut les deux. Signon 4. Ouais, James Signon fort. Je sais plus, enfin avec les chiffres romains. Et l'autre. Et le deuxième, le dessinateur. C'est pas Capullo qui revient, non? Non. Je sais plus, putain. C'est quelqu'un qui a déjà fait du Batman. Je l'ai dit la semaine dernière. Ouais, mais c'est trop dur pour moi, ça. Fais-la culpabiliser. J'ai vu des gens parler que sur James Signon, en fait, c'est pour ça. Vous avez pas? Bon bah c'était David Finch. Ah, oh ça va. Ok. Maintenant je m'en souviens. Non, Ah pas du oui. tout. Alors, du coup, on va passer. Il reste le blind test. Il reste le blind ultime, test. Il Espoir. reste le petit blind test. Alors, est-ce que ça va bien marcher? Bon, je m'excuse auprès des gens qui nous écoutent. Le son va pas être génial puisque ça sort de mon iPhone et que je n'ai pas de table de mixage sur Tiens, lequel vous envoyez. Tiens, voilà, regarde là, on a tout le matos. Ah merde, bon bah, si j'avais su. Donc c'est. Alors, l'idée, c'est que avec Faye en ce moment, on a un délire. C'est qu'on écoute des génériques de dessins animés et en fait on les écoute dans d'autres langues et ça nous fait beaucoup de rire. Donc l'idée c'est que je vais vous mettre un générique de dessin animé dans plusieurs langues parce que c'est un qui a vraiment marché dans le monde entier et où t'as vraiment. Mais ce qui est cool c'est que c'est la même chanson sauf c'est juste la langue qui change. Le point bonus, je pense que vous reconnaîtrez de suite. On va monter le son à fond. Là c'est le dessin animé parce que c'est en français. Alors là, il faut d'abord reconnaître le dessin animé, c'est ça? Ouais. Ok. Les Tortues Ninja. Voilà. Premier point. T'es au taquet là. Alors le premier point pour Wilfried. Est-ce que Jean, tu peux noter les points peut-être sur mon cahier qui est juste ici? Non. Merci. Alors le premier est très simple. Ouais bah voilà. L'anglais, donc c'est l'anglais. Là c'est l'américain. Attention. Là je vais vous passer. Bon, je spoil un peu. C'est la version anglaise, mais il y a un truc qui change dans le générique. Vous trouvez quoi? Teenage Mutant, Mutant, c'est les mutants teenage là. C'est pas ça qui change. Enfin, c'est dans ça, mais c'est pas ça qui change. Ouais, voilà. Parce que Ninja, c'était trop violent pour l'Angleterre. Donc, Bah ils ont changé, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pas de tuerie de masse. Voilà, exactement, bravo. Ils ont tout compris. Vive, C'est ça. Allez, on passe. Bon, James, quand est-ce que tu fais une question à laquelle on peut répondre, Charlie et moi, parce que c'est vraiment la Ah, loose. mais Ouais, là, je suis ça un peu va dans le même bain. Ouais, mais c'était de la chance. Allemand. C'est espagnol? Putain. Mais c'est parce que la Il a qualité déjà un sonore point. est absolument Oui, c'est terrible, pour ça. James. C'est pour Espagnol ça. Ah non, franchement, je me suis fait chier parce que en fait, j'ai trouvé une vidéo où il y avait vraiment tous les trucs, mais tous les sons étaient à des niveaux différents. Je me suis fait chier à télécharger le truc et à couper sur Audition pour vraiment remettre tous les sons à même niveau. Oui, alors Donc, du vous coup, plaignez pas de la qualité sonore. Comment on dit torture en espagnol? Alors, j'ai pas entendu. Tortugas. Ah. Alors, ceci est le préféré de Faye. Sachez qu'il y a... Non, c'est un petit indice, je vais pas le dire parce que lui il sait. C'est parti. Coréen. C'est en allemand, ouais. Mais attends, mais j'avais dit, c'est juste que je t'ai décalé, ok? Ah ouais, le mec il est à fond. Et Faye a un problème avec les chansons allemandes. Dès qu'elle entend de l'allemand en chanson, elle rigole. Mais elle rigole, mais vraiment aux larmes. Et je pense que c'est la pire de toutes. Il y a des fois, juste quand je me fais chier, je lui mets juste cette chanson, même si elle me fait la gueule, elle va rigoler. Parce que... Il faut me l'amener. Hein. J'ai de la place. T'as besoin.
Est-ce qu'il y a un point bonus pour ceux qui n'ont gagné aucun point? Non. Ah, merde. J'aurais tenté. À moins que tu me fais une réduction sur le livre que j'ai commandé il y a pas longtemps. Ah, d'accord. Bon, on va réfléchir. Ça prend la corruption, ok. C'est reparti. C'est pour ça que t'aimes Gotham Central en fait. Ah, vous êtes méchants. C'est le meilleur comics de tous les temps. Chinois. Japonais. J'étais pas moi, merde. Alors ça roule des airs là, mais Ouais, c'est russe. Mais ça sonne pas du tout russe, je sais pas pourquoi. Pastiche, j'allais dire roumain ou lituanien. Toto Pastiche. Et lui aussi il est à fond par contre. Ouais. ouais, il fait un peu des vibes et tout. Le cœur de l'armée rouge pour les Tortues Ninja. Alors celle-là, elle est bizarre parce qu'en fait c'est une des seules qui a une chanson totalement différente, mais je ne sais pas pourquoi. L'Inde. Bon, l'intro est très longue, je suis désolé. Très Bollywood, hein. J'aurais Pour dit ça j'ai Inde aussi. tenté, hein, je me suis dit. Pourtant c'est pas du tout asiatique. C'est européen. Portugais. Italien. Italien. Ouais, j'ai eu un point au bluff, ouais. En même temps, il a dit européen. Qu'il est méchant, il est Il y pire a que un moi. nombre de pays limité. Non mais s'il te plaît, attends, j'ai gravement mérité mon point là. Maroc. Ouais, enfin c'est arabe. Ouais, donc, ouais, c'est pas moi qui choisis, c'était marqué ouais, dans parce le que truc. moi tout à l'heure j'ai dit coréen alors que c'était japonais, t'as pas dit c'est asiatique. Tu vois. Donc à un moment donné. En même temps, Donc celle-là elle est compliquée parce que c'est un patois en fait, c'est pas vraiment une langue officielle, C'est en ch'ti. c'est une langue d'une région. Et je connaissais même pas la langue. Basque. C'est pas loin de Basque, c'est dans la même région. Catalan. C'est asturien. Non mais vous trouverez pas de toute façon, c'est Galice. Ah, même pas- La Galice. Ils ont fait un générique spécial pour cette région-là, c'est fou quand même. Ouais, c'est fou hein. Non. Ouais. Bulgarie. Bravo. Oh putain. Oh, ouais. Alors quand tu fais un truc comme ça, faut pas être étonné toi-même. D'avoir. Ouais, Faut j'avoue, dire ouais non. Pardon, Je parle bulgare. Je débute en improvisation. Alors, ça c'est une version deuxième d'une langue qu'on a déjà eue avant. Espagne. Russe. Ouais, arabe. Ouais. Donc celle-là, même moi, je pense que j'aurais jamais trouvé. Chinois. Je dis à chaque fois. C'est européen. Non. Mongol. Non. Népalais. Non. Indonésien. Non. C'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu. Ah ouais. Et C'est pas loin. Hein. On va passer au dernier. Portugais. Non. Je veux absolument qu'il y ait le Portugal. Je sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas Je suis pas portugais. portugais. Non. On n'est pas loin de la Finlande. Suédois. Suédois. C'est Jean qui l'a dit avant. C'est Jean qui a gagné. Et voilà. Du coup, on est à combien D'accord. Ouais, non mais je les partage avec Charlie.
mais je suis mauvais, c'est pas grave, garde tes 2 points. Est-ce que tu veux mes 3 points, Charlie? Parce que je sens Ah oui, que c'est vrai que t'es censé t'as- donner eh des bah points à ouais. quelqu'un. Ah ouais. Eh ouais. Tes points, c'est vrai? Je donne mes 3 points à Charlie. Ah, c'est Ah, gentil, merci quelle beaucoup. gentillesse. Smart move. J'avais un petit bonus. C'est une version française, mais qui était dans une des VHS. Et je sais pas pourquoi ils ont. Enfin, moi, je préfère la version normale, mais Français. oui, bah oui. Alors le 4e. En fait, ils ont Des choix. pris les paroles anglaises et ils les ont totalement traduit parce que c'est pas le même air en... Alors je donne mon 4e point à Charlie aussi. Voilà, c'était le. Bah écoute, c'était fort divertissant ce petit quiz. Bon après. Et pour moi, la meilleure, j'ai ça reste la française. J'ai pas gagné autant que j'aurais voulu parce que tu vois, il y avait des problèmes de son, voilà. Ouais, on va dire ça. Bon, les prochaines, il y aura peut-être pas de blind test parce que c'est. Oh. D'accord, bon, on verra bien. Merci beaucoup à Ben de nous avoir accueillis. C'était Merci à vous, très un gentil. plaisir. Encore une fois, vous retrouvez tous les liens pour aller à The Grand Asylum N'hésitez pas dans la description. à liker la page Facebook parce qu'on fait pas mal d'opérations marketing avec des places gratuites, des moins 10, Peut-être moins même 20%. qui se prépare quelque chose. Peut-être même qui se prépare un truc avec Easter egg. Mais bon, Voilà. on n'a rien dit. D'accord. Et moi, je voudrais quand même dire parce qu'on on a vu l'entrée et franchement, ça envoie vraiment du Ouais, lourd. c'est vraiment beau. Et Vraiment, ça laisse merci beaucoup. présager, voilà, que l'intérieur des salles, enfin ça, voilà, je pense que ça va vraiment valoir le coup. Merci beaucoup. Et tu as totalement raison. Sur ce, on va vous laisser. On vous remercie de nous avoir écoutés. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, on mettra tous les liens pour les news dans la description. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous sachez que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout ça. Plus sur comicsdiscovery.fr à cause de moi et à cause de One and One. On remercie pas du tout les gens de One and One qui sont des gros cons au téléphone et qui m'ont fait faire des conneries parce que c'est eux qui m'ont fait faire ça. Donc vous nous retrouvez sur jamesfay.fr, vous pouvez retrouver toutes nos émissions. Sachez qu'à la semaine dernière, on a sorti un geek en série avec Faye sur une des meilleures séries animée de tous les temps qui est Batman Beyond. Non, peut-être pas de tous les temps, mais c'est une très bonne série animée que moi je trouve très cool. Donc sur Batman futuriste, tout ça, vous allez écouter l'émission, elle est très cool. La semaine prochaine, on fait une double émission puisque avec Faye, on vous parle de The Boys, la série télé, et dans Comics Discovery, on parle de The Boys, de Garcenis et d'Aric Troverson. Et en plus, en invité, on a Pascal Garcin, si normalement il vient. On vous remercie de nous avoir écoutés, et puis voilà, la semaine prochaine. Allez, bye bye. Ciao. Salut.